Bienvenue dans notre édition dans laquelle nous ferons le tour de l'actualité sportive africaine, bien sûr. D'abord, voyons les principaux titres de ce magazine. Nous parlerons du football africain. Est-ce qu'il manque réellement des techniciens? Nous essaierons d'y répondre avec les personnalités qui sont en plateau. Christian Gourcuff peut-il relever le défi du football algérien? Analyse également avec nos spécialistes. Et puis la Ligue des champions Europe, le Barça va-t-il enfoncer un peu plus Paris Saint-Germain? Luc Sodor sera avec nous dans la troisième partie de l'émission. Et puis à la une également, le Cap-Vert, pays émergent dans le football continental et qui atteint d'année en année les sommets. Nous allons parler avec justement notre invité, c'est M. Stéphane David. Stéphane, bonsoir. On dit Cara, c'est ça, qui représente le football cap-verdien en région parisienne. C'est ça, exactement. Ça marche, il y a une grosse communauté cap-verdienne? Oui, une très grosse, très forte communauté cap-verdienne en Ligue de France. Ouais, de bons footballeurs aussi. Hein. De bons footballeurs. Oui. Et notre éditorialiste, avant de présenter notre deuxième invité, c'est bien sûr M. Sami Mochtabi. Bonsoir José. Sami, bonsoir. Bonsoir à tous. Et puis notre invité qui portera peut-être un autre titre, c'est M. Alpha Baldé, qui est donc notre deuxième invité, qui est journaliste à 100% foot et qui est spécialiste de football guinéen. La question de l'AFC, les moyens sont-ils suffisants pour la formation des techniciens sur le continent? Vos réponses sur nos réseaux sociaux, mais aussi à fc@africa24tv.com. Où sont passés nos techniciens en Afrique? Et Bluffeux sur le Cap-Vert, c'est à la une de l'AFC. Mais d'abord, nous allons parler des résultats de la Ligue des champions, 8e de finale, match aller. Et Sami Mochtabi va nous apporter un premier commentaire après avoir visionné les résultats. Le Stade Malien qui concède de nul face au TP Mazembe 2 buts partout. El Merreikh qui bat Tunis 1 but à 0. Sanga Banandé qui se fait piéger par Al Hilal en Durman, 1 but à 0. Raja de Casablanca Sétif, 2 buts partout. Et grosse surprise encore avec la victoire de Moghreb de Tétouan face à Al-Hali, 1 but à 0. Oui. Sami, vos premiers commentaires. Beaucoup de surprises. On l'a vu avec la défection des deux clubs tunisiens qui sont quand même souvent présents dans les phases finales de ces coupes continentales. Le TP Mazembe aussi qui obtient qu'un petit match nul, c'est belle performance du Stade Malien. On a aussi le Moghreb Tétouan qui réussit à tenir tête à Al-Ahly. Bon, ce n'est plus le Al-Ahly des années 2000 et fin 2010, mais quand même, on a vu comme une sorte de passation de pouvoir là. Il y a quand même plusieurs grosses écurie continentale qui risque de se faire sortir et ne pas voir la phase de poule finale. Donc c'est vrai que c'est assez excitant. Raja aussi, ES Sétif, le Raja Casablanca qui espérait beaucoup, qui espère plus depuis son énorme performance lors du championnat du monde des clubs 2013, a fait un nul 2-2 plutôt chanceux pour le ES Sétif. Le retour en Algérie va être très compliqué. Donc voilà, c'est vrai qu'on risque de voir sauter plusieurs noms prestigieux dans cette Ligue des Champions. Et la Coupe de la Confédération, nous entendrons les commentaires d'Alpha Baldé. Nous allons voir tout d'abord les résultats avec le club ghanéen de Hertz qui a battu sur son terrain Djoliba, je crois 2 buts à 1. Dans quelques instants, les tableaux. Royal Léopard qui a battu Vita Club, mais oui, Alpha va nous dire ce qu'il pense, 1 but à 0. Mounana et Orlando, 2 buts partout. ASEC qui a été battre les 11 créateurs, 1 but à 0. Zamalek qui a hypothéqué ses chances de qualification en faisant match nul 0-0 face à Rabat. Monsieur Alpha Baldé, vos commentaires? On voit qu'il y a eu quelques chocs du Nord qui ont tenu les promesses. On voit également que cette équipe Zamalek qui a fait 0 but partout à domicile, moi je ne suis pas d'accord qu'elle a totalement hypothéqué ses chances, surtout qu'elle a produit un beau football d'ailleurs, qu'elle aurait pu l'emporter. Le retour à Rabat, ça va être très dur quand même parce que c'est une équipe de Fus qui développe beaucoup de jeux à domicile. Exactement. Qui défensivement et tactiquement est très bien en place, très solide, qui encaisse peu de buts dans le championnat. Et c'est une équipe militaire, peut-être Sami ne va pas me démentir, et il y a beaucoup de rigueur. On espère surtout qu'ils ne viendront pas avec les armes à la main, surtout avec les convictions plein les pieds. Mais j'aimerais rapidement revenir sur la Ligue des Champions parce que tu m'en as pas parlé, parce qu'il y avait un club guinéen justement qui a créé une belle surprise en allant ramener le 2 buts à 1 sur l'USM Alger en Algérie, c'est l'AS Kaloum, qui donc pourrait aller dans les phases de groupe de la Ligue des Champions, une première pour un club guinéen depuis très longtemps, depuis une dizaine d'années en Ligue des Champions. Alors, on se pose la question,
Où sont les équipes du Cap-Vert dans cette Ligue des Champions, cette Coupe de la Confédération? En fait, pour que nous, on a un petit championnat donc, qui avait juste par île du Cap-Vert, puisqu'il y a 9 îles. Donc il y avait juste une division. Donc on a créé aussi première et deuxième division par île. Et après, il faut savoir que pour participer donc, à la phase de qualification de la Ligue des Champions, ça a un coût. Et malheureusement, étant un petit pays, on ne peut pas supporter le champion national, puisqu'il y a d'abord le champion des îles. Ensuite, il faut une confrontation directe, donc pour élire le champion des îles, donc national. Et c'est vrai qu'après, c'est assez difficile en termes de moyens financiers. C'est les moyens financiers qui nous manquent pour pouvoir justement participer à une éventuelle qualification pour la Ligue des champions africaine. D'accord, nous ferons un gros plan sur le football du Cap-Vert dans quelques instants. Pourquoi le football africain est en manque de techniciens au sommet de sa discipline? Quelles sont justement les raisons? Est-ce un manque de confiance de la part des fédérations, du ministère et aussi de l'État? Doit-on mettre en place des structures adaptées justement pour la formation? Avant de débattre et de retrouver Joseph-Antoine Bell, voyons ce sujet de la rédaction d'Africa 24. La plupart des fédérations africaines font recours à l'expertise étrangère dans les compétitions internationales. Seulement 3 sélectionneurs locaux étaient présents à la CAN 2015 en Guinée équatoriale. Jamais dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations, des entraîneurs africains n'avaient été si peu présents. Une absence remarquable due entre autres au faible niveau de formation et d'expérience de certains locaux, mais aussi à un manque de confiance de la part des fédérations. L'Afrique a une longue tradition de faire confiance à des entraîneurs étrangers et donc ça n'a pas beaucoup changé, même si ces dernières années on a vu que les entraîneurs locaux, les entraîneurs africains ont pourtant réalisé de bons résultats. Si on prend l'exemple de Stephen Keshi avec le Nigeria, l'exemple de Hassan Sheata. Mais c'est vrai également qu'il faut noter que les entraîneurs africains n'arrivent pas à s'exporter pour pouvoir acquérir de nouvelles méthodes de coaching. C'est la faute aussi aux fédérations qui n'ont pas assez de moyens. Les clubs locaux sont pourtant encadrés par des techniciens africains et la qualité des compétitions a connu une amélioration ces dernières années. Les sélectionneurs africains ont cependant du mal à s'imposer sur le plan international. Il faut déjà que ces derniers-là essaient eux-mêmes, de leur côté, de renverser la tendance, essayer de prouver, de prendre des clubs. On a aujourd'hui des compétitions africaines qui sont de haut niveau. Il faut déjà que ces entraîneurs-là essaient de prendre des clubs africains, les hisser à un niveau acceptable. Et puis après, forcément que ça va taper dans l'œil des fédérations. Et ceux qui sont aujourd'hui à la tête des sélections africaines essaient de tracer la voie à ceux-là à qui on ne fait pas confiance. Le précédent record de présence des sélectionneurs étrangers en Afrique remonte en 2008 avec 11 expatriés sur 16 sélectionneurs présents à la CAN. Les techniciens africains subissent la concurrence accrue des coachs étrangers. Depuis quelques années, de plus en plus de profils venus d'Europe, d'Asie et d'Amérique sont proposés aux fédérations africaines. Voilà, nous avons le grand Joseph-Antoine Bell avec nous, mais avant de le retrouver, nous allons faire un tour de plateau. Stéphane David, tout d'abord, quel est ce problème du football africain, les techniciens, le Cap-Vert, vous qui êtes le représentant du football capverdien en région parisienne, est-ce que le Cap-Vert a ce problème pour trouver de bons techniciens, des cadres locaux? Alors déjà, petite rectification, je ne suis pas encore officiel représentant du football du Cap-Vert, on va dire j'essaie de faire ma place, après j'espère le devenir officiellement. Maintenant, pour ce qui est des techniciens étrangers qui travailleraient pour le Cap-Vert ou pour d'autres pays d'Afrique, je pense que c'est une histoire de confiance. Je pense qu'il y a des très bons techniciens, mais automatiquement, quand il est perçu un Africain qui veut essayer, qui veut travailler pour son pays, on va être plus exigeant qu'un étranger qui va travailler pour le pays en question. Je pense que c'est ça le réel fond du problème, puisqu'on ne va pas demander, on va pas avoir le même taux d'exigence auprès d'un Africain qu'on aurait sur un étranger qui viendrait travailler pour le pays en question. Samy, votre point de vue sur ce dossier? Oui, c'est tout bonnement incompréhensible, cette attitude des fédérations envers les techniciens locaux. On l'a vu quand même, ils ont prouvé qu'est-ce qu'ils doivent faire de plus pour mériter leur place. Sheata avec l'Égypte a fait des miracles, Apia avec le Ghana a excellé, Keshi qui est l'exemple le plus récent avec sa Coupe du Monde et la CAN 2013 aussi. Donc
que doivent-ils faire? C'est vraiment un manque de confiance des fédérations africaines. Et je pense que le mythe du sorcier blanc est tenace. Et c'est dommage. C'est vraiment dommageable pour le football des entraîneurs en Afrique, car on a de bons techniciens, même maintenant, même au Maghreb. C'est pas que l'Afrique subsaharienne, avec Likens avec la Tunisie, Gourcuff avec l'Algérie, le Maroc survit, on va dire, enfin subsiste avec Badouzaki. Voilà, c'est vraiment dommage parce qu'il y a du vrai potentiel au niveau des entraîneurs en Afrique. Et puis il y a Alpha Baldé qui est avec nous, d'origine guinéenne. Alpha Baldé qui milite pour qu'Odis Fernandez aille entraîner la Guinée. Je ne comprends pas très bien. Attention, je risque d'avoir beaucoup d'ennemis en Guinée. Non, mais ce problème, on l'a déjà souligné, on l'a plusieurs fois répété ici et un peu partout quand on parle du foot africain. Vous savez, en Afrique, on a un problème qui est véritable et qui est particulier, c'est l'égoïsme en fait. C'est la lutte des intérêts, c'est la lutte des intérêts personnels. Dans ces fédérations, en fait, vous avez des clans qui sont là. Vous n'avez pas une équipe qui travaille. Et très malheureusement, vous avez un ou deux entraîneurs locaux qui sont là, qui sont les meilleurs du championnat, qui sont les meilleurs du pays, mais qui très malheureusement se voient privés des formations à l'étranger, qui se voient privés des sélections locales, tout simplement parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le DTN, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec l'ami du président, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le secrétaire général. Et très malheureusement, on les met des bâtons dans les roues et on évolue comme ça dans ce continent. Parce que moi, j'ai connu des situations, j'ai connu en Guinée le cas d'un certain Lapé Bangoura qui est aujourd'hui entraîneur du Oria, qui est venu en France pour suivre ses formations et ses diplômes. À un moment donné, lorsqu'il avait pris l'équipe locale, tout le monde s'est mis dans son dos, tout le monde s'est mis contre lui, alors qu'on a des entraîneurs qu'on peut aider. Mais malheureusement, comme l'a dit Samy, le mythe du sorcier blanc est encore réel sur le continent africain. Il faut lutter contre cela. Et nous avons Joseph-Antoine Bell qui est avec nous. Alors, Joseph, lorsque vous êtes parti définitivement après votre belle carrière de joueur pro en France, vous avez tenté aussi d'entraîner le Cameroun et vous vous êtes mis à dos avec certaines personnes. C'est vrai ou faux? Peut-être je me trompe, non, Joseph? Bonjour à tous. José, pour une fois, vous vous trompez largement. Moi, j'avais déjà tout le monde à dos pendant que je jouais. Je pense que Samir a raison. Alpha aussi, il y a un peu de tout ça. Moi, je crois que nous avons un problème de mentalité qui nous vient de très loin. Parce que le problème que vous décrivez là n'est pas le problème des entraîneurs africains. C'est vrai, nous sommes dans le domaine du foot, mais c'est le problème des Africains compétents. Ils ont ce problème dans tous les domaines. Ils voient des ingénieurs venus d'ailleurs comme experts et qui sont souvent leurs collègues de classe, leurs promotionnaires, quelquefois plus jeunes. Ils voient les collègues venus d'ailleurs comme experts en droit. Ils ont été à l'école avec eux ou ils sont plus âgés, plus performants. Et dans tous les domaines, c'est comme ça. Donc, effectivement, cette histoire, le mythe n'est pas celui du sorcier blanc. C'est le mythe du blanc tout court. Et je voudrais rappeler qu'en matière de football, donc, au lieu que les fédérations nous disent on n'a pas de bons techniciens, est-ce qu'ils y ont pensé? Je voudrais prendre pour exemple deux choses. La première, c'est comment Henri Michel est devenu entraîneur de l'équipe nationale. C'est la fédération française parce que Henri était capitaine de l'équipe de France et qu'à la fédération, on pensait qu'il avait des aptitudes. C'est la fédération qui lui a tracé du début à la fin son parcours de formation pour arriver à la position de sélectionneur de l'équipe A. Si vous vous rappelez, il a été sélectionneur de l'équipe olympique. Il a été programmé pour remplacer Michel Hidalgo. Et la deuxième chose, c'est comment personnellement j'ai été formé au métier d'entraîneur. C'est la fédération française par Gérard Houllier qui a imaginé que le foot ne peut pas se faire à l'exclusion des anciens footballeurs. Et donc, pour que les anciens footballeurs deviennent entraîneurs, il faut qu'ils soient formés. Et Gérard Houllier a conçu le programme qui permettait, dans un premier temps, aux anciens grands qu'on appelait les footballeurs de haut niveau, de se former. Il leur a conçu quelque chose et ça a encouragé tous les autres derrière. Donc, effectivement, Alpha a raison, nos fédérations ne travaillent pas du tout, mais alors pas du tout, elles ne réfléchissent pas au foot, elles s'occupent de tout sauf de foot. Ok. Joseph, moi je me pose aussi une question quand même. Tous les footballeurs africains qui évoluent en Europe ne retournent pas systématiquement en tant que techniciens là-bas. Oui. C'est quand même un regret. Oui, mais bien sûr que c'est comme si on s'apercevait que l'université serait dirigée par tout le monde sauf par d'anciens étudiants.
Donc la logique veut que les footballeurs se reconvertissent dans le foot et principalement d'abord dans les postes de techniciens parce qu'ils ont quelque chose à apporter. Et donc il faudrait que les fédérations puissent les y encourager. Ils ont vraiment quelque chose à apporter. Oui, exactement. Eh bien, Joe, merci pour cet éclairage, parce que c'est vraiment nécessaire de vous avoir pour les grands dossiers comme ça sur Africa 24. Merci, Joe. On se dit Je vous en prie. à lundi prochain. On est très d'accord aujourd'hui, Joe. Oui. Alors, le feu sur le Cap-Vert maintenant. D'abord, un petit retour sur la CAN donc 2015. Et nous allons revoir le match Cap-Vert-Zambie 0-0. Et après, nous retrouvons notre invité Stéphane David. Pluie battante, le Cap-Vert a fait jeu égal avec la Zambie, 0 but partout, synonyme d'élimination. La rencontre du Cap-Vert qui s'est déroulée sur un terrain complètement détrempé, donc avec des conditions climatiques très très difficiles. Et cette rencontre-là, donc le terrain était quasiment impraticable. Donc le Cap-Vert de Ryan Mendes, donc c'est un score assez logique, également de parité, pas beaucoup d'occasions à se mettre sous la dent. Donc c'est triste parce qu'on constate que le Cap-Vert reste sur une bonne dynamique sur les dernières années, notamment lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, où je rappelle que quand même elle a sorti le Maroc. Donc ça reste une nation émergente de son continent-là. Voilà. Stéphane David, pourquoi le football capverdien marche très fort depuis à peu près 4-5 ans? On va dire le football capverdien il marche depuis des années déjà. Donc, sauf que malheureusement... Surtout au niveau continental, hein? Oui, bien sûr. Parce que vous aviez en Afrique du Sud, vous avez été très très bon, franchement. Et puis après ça, pour les autres CAN, vous avez brillé. Je pense que par les années passées, on n'avait pas assez de visibilité. Donc nous, on savait qu'on existait, mais on n'était pas... sur le continent africain et extérieurement, on n'était pas reconnus. Mais nous, on savait qu'on était là. Et puis après, au fur et à mesure de déception, de manque de visibilité, après, c'est la jeunesse qui prend le pouvoir et qui prend la continuité des anciens, puisqu'on est un pays très, très, très axé sur le football. Je pense que c'est le sport numéro 1 au pays. Ce qui fait que par la suite, quand les jeunes ont grandi, donc ils ont pu, eux, gommer ce qui n'avait pas été fait par rapport aux anciens, c'est-à-dire persévérer et surtout signer dans des clubs professionnels. Oui. Vous êtes une ancienne colonie portugaise. Exact. Vous avez été indépendant il n'y a pas très très longtemps. Depuis le 5 juillet 75. Oui, ça ne fait pas très très longtemps. Est-ce que le Portugal vous pique des joueurs? Oui. Enfin, permettez-moi le terme, de piquer. sans faire dans la dentelle et avec les pincettes. Parlez franchement. Ils nous ont regardé au Portugal. Non, mais il n'y a pas de souci. Moi, j'ai rien à cacher. Et de toute façon, je suis là pour dire la vérité. Et je le dis tout fort et de bon cœur. Je pense que le Portugal, peut-être pas. Ils ont toujours eu justement certains joueurs capverdiens qui ont fait briller la sélection, qui les ont aidés. Comme par exemple Nani. On va dire Nani, c'est vraiment le plus récent. C'est dans la jeunesse, mais il y en avait d'autres par le passé, dans les années 70-80, qui ont fait briller justement la sélection ou qui ont joué pour la sélection. Et c'est vrai que le Portugal, c'est normal, on est un pays lusophone, on a appartenu au Portugal, on a une trentaine d'années d'indépendance. Donc c'est tout à fait logique et normal que le Portugal, sur le côté sportif, soit gagnant. C'est-à-dire, il n'y a pas que dans le foot où on a des capverdiens aussi dans tout sport confondu qui représentent le drapeau portugais et pas le drapeau capverdien. Vous parlez les deux langues, français et portugais. Français et capverdien. Et capverdien, portugais, en fait, comme moi je suis né en France, donc j'ai pas étudié au Cap-Vert. Au Cap-Vert, on étudie la langue portugaise. Pardon? T'es pas un vrai capverdien. Non, je suis né en France. Non, Alpha, il ne faut pas l'embêter, s'il te plaît. Danilson da Cruz, joueur pro qui évolue justement à Red Star. Oui, il était donc à Créteil. Écoutez ce qu'il nous dit, comment il a jugé le Cap-Vert lors de la dernière CAN en Guinée équatoriale. Nous l'écoutons. Je ne sais pas si à force de travailler, à force de persévérance, et j'ai jamais rien lâché. C'est pour ça que je suis où je suis. La dernière CAN, c'était, après, en tant que spectateur, j'ai trouvé ça un petit peu décevant. Au vu de ce qu'ils nous avaient montré à la précédente CAN, moi je pensais qu'on allait faire un petit peu mieux. Après, c'est vrai qu'au niveau de la poule, elle était très serrée. Lors de la dernière journée, on est tombé un petit peu sur un terrain qui était un petit peu impraticable. Donc c'est ce qui a un petit peu faussé la qualification. Mais dans l'ensemble, moi, de mon avis personnel, je pense que c'est un petit peu décevant au vu de ce qu'on avait montré à la précédente CAN.
Et avant de retrouver justement Sami Mochtabi et Alpha Baldé, nous allons écouter de nouveau justement Danielson qui parle de l'évolution de cette génération montante justement avec les Ryan Mendes et puis surtout un certain Platini également. Danielson Cruz nous dit quelques mots. C'est vrai qu'on a une bonne génération avec, comme vous l'avez dit, avec Platini, avec Eldon, avec Fortes. Il ne faut pas oublier Fortes, il y a Ryan Mendes. C'est vrai qu'il y a une bonne génération, donc j'espère qu'ils vont évoluer encore un petit peu plus pour pouvoir amener notre sélection au plus haut au niveau de l'Afrique. Je pense que ça va se jouer entre le Maroc et le Cap-Vert. Après, comme on le sait, après à l'extérieur, tous les matchs sont compliqués. Mais je pense que ça va se jouer, et j'espère surtout que ça va se jouer entre le Maroc et le Cap-Vert en espérant une qualification du Cap-Vert. Voilà, nous allons voir le tableau justement du tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2017 pour l'équipe du Cap-Vert. Vous voyez qu'il va évoluer avec la Libye, le Maroc, Sao Tomé. Précisément. Alors, Sami, nous gardons le tableau, oui. Toujours. Sami, un petit commentaire sur ce football capverdien en même temps sur ce tirage au sort de la CAN. C'est un football qui est séduisant depuis quelques années, depuis 4-5 ans. Je trouve que le Cap-Vert a fait très bonne figure sur le continent africain, d'origine marocaine. Le Maroc les a affrontés en Afrique du Sud. C'est vrai que ça s'était avéré assez compliqué. Ils nous avaient surpris un jeu très rapide vers l'avant, souvent en contre. De toute façon, quand on a un joueur qui s'appelle Platini dans l'effectif, forcément, on se doit d'être une bonne équipe. Concernant vous aurez peur de ce Platini encore lors du match Cap-Vert? Je vais essayer d'être objectif sur ce tirage au sort. Le Maroc est en train de construire une assez grosse équipe. On l'a vu lors du récent match contre l'Uruguay où ils ont eu beaucoup de chance de l'emporter 1-0 à Agadir où le Maroc avait complètement écrasé l'équipe sud-américaine. Ça va être, je pense, plus compliqué cette fois-ci pour le Cap-Vert qu'en 2012, il me semble, ou en 2013, pardon. Voilà, Badouzaki est en train de construire un vrai projet, mais pourquoi pas. Mais je miserais plus un dirham sur le Maroc. Voilà. Oui. Alors, Alpha, vous qui avez un œil très, très pointu sur ce football africain, comment sentez-vous le Cap-Vert? C'est un pays émergent, je le disais, en matière de football. Émergent, qui fait partie un petit peu de ce lot de pays, de petits pays, entre guillemets. Vous avez également la Zambie qui s'est réveillée récemment, même si dans le passé, pour qui connaît le foot africain, on sait que c'est une grande nation de foot africaine. Également, vous prenez le Malawi qui avait déjoué totalement l'Algérie à domicile, qui les avait totalement dominés avant que l'Algérie l'emporte sur le fil. Donc voilà, ça fait partie un petit peu de ce qu'on appelle en Afrique que l'Africain a naturellement le football entre les pieds, au fait, entre les jambes. Donc ça ne m'étonne pas beaucoup. Aujourd'hui, vous avez des joueurs qui sont très vifs. Ce qui m'étonne un petit peu dans cette équipe capverdienne, c'est le fait d'avoir pu alliés tactique et technique, au fait. C'est des gamins qui sont très tactiques, c'est-à-dire que lorsqu'ils décident de fermer un match et lorsqu'ils décident de se regrouper, ils sont capables de le faire, ils sont capables de contenir une équipe, ils sont capables d'exploser en vitesse également, de partir très vite, avec des techniciens sur le terrain qui sont très adroits devant le but. Il avait fait face au Cameroun, c'est ce qui avait d'ailleurs fait un grand bruit sur le continent. Ils avaient pratiquement accepté que le Cameroun garde le ballon, qu'il déjoue totalement en première période. Et après, sur 1, 2, 3 ballons de relance, ils avaient réussi à marquer avec là, vous êtes en train de refaire le match, là. Non, on refait le match parce que cette équipe, ce match m'avait tellement marqué positivement pour cette équipe capverdienne que j'arrive pas à le sortir de ma tête. Et on se rappelle que récemment aussi, face à la Tunisie et tout, ils ont réussi à tenir tactique, alors que c'est une équipe qui est très tactique et très rigoureuse, la Tunisie. Donc, moi, cette équipe, j'aimerais savoir comment elle fonctionne. Donc, c'est pour ça que je vais avoir une discussion avec lui. S'il y a du survie dans cette équipe, je pense que ça fait partie de ce genre d'équipe qui peut se réveiller sur le continent, oui. Un dernier mot avant de clore sur le Cap-Vert. Comment voyez-vous justement votre équipe pendant cette éliminatoire de cette CAN 2017? Après, pour revenir le confrère marocain, c'est vrai que si on prend intrinsèquement, même si c'est vrai qu'ils font un bon travail, parce que j'ai pu voir leur dernier match, et c'est vrai que l'Uruguay c'était pas mérité qu'ils puissent gagner 1-0. Maintenant, après, tout est possible. Il faut savoir que les matchs à domicile chez nous, ça va être compliqué, difficile pour le Maroc. Là, et pour les autres aussi, un petit stade. Vous faites peur à Sami, là, ça vous le faites rougir. En plus. Donc, c'est vrai que ça va être compliqué et difficile pour le Maroc, on va dire, qui va partir favori de ce groupe. Mais nous, on va vendre chèrement notre peau. Je pense que le groupe va se jouer entre le Maroc et le Cap-Vert sans manquer de respect aux autres équipes aussi, puisqu'il va falloir. De la Méditerranée, la Libye. Exactement. Faites attention parce qu'il y a une génération de juniors là qui arrive. Exactement. C'est pour ça que je le redis bien qu'on va respecter toutes les équipes, mais c'est vrai qu'on va se baser sur le Maroc.
Et quoi qu'il arrive, on fera, comme on dit, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Donc, et nous, on a des très bons musiciens et vous inquiétez pas que je pense qu'il y aura peut-être une petite pièce qui nous reviendra dans la poche à la fin du bal. Voilà. Alors, première fausse note, bien sûr, c'est le Maroc qui finit seulement 5e au beach soccer. C'était aux Seychelles pour la CAN. Et justement, eh bien, c'est l'équipe de Madagascar qui l'emporte à la surprise générale. Vous allez voir donc le tableau des résultats. Voilà. Donc, pour la petite finale, c'est le Nigeria qui écrase la Côte d'Ivoire 9-1 et Madagascar qui bat Sénégal 2-1 sur tir au but. Donc voilà. Et puis ça a mis un petit commentaire, mais rapide. Pourtant, il y a des plages partout au Maroc. Moi, je connais pas bien le pays, mais de très belles plages, oui. Mais alors, où sont passés les... Oui, non, là, je pense qu'ils ont plus dû profiter du soleil, contrairement aux Nigérians qui se sont bien fait plaisir apparemment. Et puis, dans le nouveau gouvernement de la Guinée, peut-être voir le classement définitif, si on veut bien, si on a le temps, avec Madagascar qui termine premier, deuxième Sénégal, troisième le Nigeria. 4e la Côte d'Ivoire, 5e le Maroc, 6e l'Égypte, 7e le Ghana et les Seychelles, pays organisateur, terminent à la 3e place, donc 8e. Et puis dans le nouveau gouvernement de la Guinée équatoriale, sachez que le président de la FEGIFOOT, M. Andrés Jorge Bomio, est devenu donc ministre des Sports. Voilà, vous le voyez en image. Il y a Fab Baldi aussi qui applaudissait en même temps. Voilà, merci en tout cas d'avoir suivi la première partie de cette émission. On revient tout à l'heure avec toujours les mêmes personnages sur le plateau. Et là, nous allons faire un focus sur le football algérien avec des experts en ligne avec nous. Vous allez voir, ça va être très, très, très intéressant. À tout de suite.